Je n'ai pas de querelle avec vous. Hors de ma vue. Voici le récit d'une histoire d'un temps passé, où tout était encore possible. L'année 1982 aura été plus que frugale sur les films qui vont nous rester en mémoire. Gamin, l'on est fasciné par la moindre épée, le plus petit démon ou sorcier. Bref, tout ce dont notre imaginaire a besoin, a envie, est de se gaver à pleines dents. Premier film du futur réalisateur prolifique, dont certaines œuvres restent encore aujourd'hui cultes pour un nombre de spectateurs, j'ai nommé Albert Pyun, dont l'envie et la foi en son cinéma vont nous donner un pur film d'heroic fantasy, loin d'être un chef-d'œuvre, je l'admets, mais comme beaucoup, séduira pas mal de monde passionné comme ce réalisateur. Pyun va se spécialiser dans l'action et la science-fiction et ici va, à son niveau certes, nous prouver son savoir-faire, essayant de rivaliser avec Hollywood en nous offrant un film gavé de batailles sanglantes, de guerriers et de monstres et autres sorciers. Le film va sortir quelques mois en France après Conan le Barbare, mais près d'un an après le chef-d'œuvre de John Milius aux États-Unis. Tourné hors des grandes productions américaines pour 3,5 millions de dollars, L'Épée sauvage fait partie de ces films qui, de leur statut de film indépendant, réussissent là même où de gros blockbusters échouent, cartonnés au box-office, rappelez-vous Halloween de John Carpenter, et vont même multiplier leur rentabilité comme jamais. En 1982, c'est un des plus gros succès avec 40 millions de dollars au box-office, un carton, une mine d'or pour des producteurs aux moyens limités. Le roi Richard est perdu. Nous avons décimé la moitié de son armée. Albert Pyun, il faut lui reconnaître à ce talent qui est de pouvoir tirer le meilleur sur son film malgré très peu d'argent. D'une durée de 100 minutes, l'intrigue est ultra serrée et un deuxième chapitre est même annoncé à la fin du film, Tales of the Ancient Empire, mise en chantier et qui sortira qu'en 2010, 28 ans plus tard. Désirez me voir? Gloire à notre héros. Bien au fait, je suis épuisé. De façon classique, deux vengeances se croisent dans le film. D'un côté, Cromwell, un conquérant qui essaie de soumettre un de ses derniers royaumes, lui résistant encore, et qui va s'allier à un sorcier, Jutsia, bordel, les noms, je sais même pas comment on les prononce. De l'autre, un jeune garçon qui échappe à cette conquête et au ravage du sorcier, orphelin du royaume d'Edan et membre de la famille royale dont sa vengeance sera sa raison de vivre. Durant des années, ils cherchèrent le jeune prince, conformément aux ordres de Cromwell, mais en vain. 11 ans plus tard, le jeune Talon, vraiment les noms bordel, revient avec des mercenaires et est devenu donc un guerrier accompli. Il va bien sûr rencontrer Alana qui va lui demander de sauver son frère, enfermé dans les prisons de Cromwell, avec comme récompense tout ce qu'il voudra. Comment refuser? Tout ce que vous voudrez. Mais seulement pour une nuit. Armé de son épée à 3 lames, son aventure ne sera pas de tout repos. Alors c'est une histoire bien sûr classique mais bien ficelée et dont les rebondissements ne sont pas rares. C'est un régal visuel pour peu que l'on ait découvert le film à l'époque. Il est compréhensible qu'aujourd'hui ça puisse piquer les yeux. Donc certains passages restent en tête quand même, comme le réveil du fameux sorcier. Entouré de têtes minuscules qui symbolisent les péchés que l'homme commet depuis la nuit des temps et qui s'éveillent en même temps que lui. Vraiment étonnant pour le gosse que j'étais à l'époque et même effrayant. Certaines scènes sont assez sombres pour cacher le manque de moyens, mais il est clair que l'envie est là. George Costello est le directeur artistique du film dont ce sera le meilleur travail avec le premier Terminator de James Cameron. Il va faire construire en studio une douzaine de décors qui renouent avec la grande tradition des films de genre. Ce ne sera que l'affaire d'un instant. La quasi-totalité même du film sera tournée ainsi, ce qui lui donne un cachet indéniable. Les costumes seront aussi créés par 12 couturiers et les armes dont la fameuse épée sauvage auront le même traitement particulier.
Au début, le film est narré par une voix off. Ce devait être Oliver Reed qui faisait la narration, mais il détesta sa prestation et c'est Simon McCorkindale en VO qui va la faire finalement. Authentique et féerique grâce à tout le travail accompli de ces petites fées de l'ombre, loin des spécialistes du clavier d'ordinateur. On pense au film de KPDP, notamment dans la scène finale où 90 cascadeurs se foutent sur la gueule avec acharnement. Un film captivant donc, mais vraiment à tout petit budget, dont la seule prétention est de nous faire rêver et où les acteurs vont donner de leur personne, notamment Kathleen Beller, qui se laissera en tant que fan de reptiles, elle en possède chez elle, enlacée par un énorme boa constrictor, ce qui aurait pu, disons-le, mal tourner. De même, un drame va se passer lorsque le cascadeur Jack Tyree va se tuer durant le tournage en sautant d'une falaise et en ratant malheureusement les matelas gonflables en bas. Une logistique complexe, d'autant que ce cher Pyun se verra emmerdé par un producteur très autoritaire, pour ne pas dire casse-burne, nommé Brandon Chase, qui signe carrément le début du film, un film de Brandon Chase, alors que c'est marqué réalisé par Albert Pyun à la fin. Il veut tout contrôler jusqu'à sa sortie. Albert Pyun va subir à peu près ce que David Fincher a vécu sur Alien 3. Pour lui, le film aurait été différent s'il avait eu les mains libres, mais Chase sait ce qu'il fait et veut distraire à tout prix. On pourra noter aussi les maquillages de Greg Cannon qui font encore illusion parfois et aident à l'immersion. Pourquoi viens-tu implorer mes services? Toi qui es un roi et qui as une armée. Et la photographie chatoyante et pleine de couleurs de Joseph Mangin, qui en est aussi un atout. Albert Pyun est donc très conscient que sur un film de genre, il est compliqué de laisser le spectateur découvrir le monde qu'ils ont créé sans explication, mais sur un film de 100 minutes, c'est dur à faire. Il décide donc de commencer par de l'action et donc chaque scène sera de plus en plus spectaculaire, sachant que le spectateur sera plus rapidement intéressé et accrochera au film, d'autant que le rythme s'accélère de plus en plus. Pour lui, on doit se démarquer du Conan le barbare de Milius, dont il critique certains aspects, faut avoir des couilles, et son but est de surprendre l'audience du film. Aucune restriction si ce n'est le budget, et il va employer différents styles, du réalisme au symbolisme, pour que l'émerveillement soit total. Il est heureux que le bouche à oreille fonctionne, mais est déçu des retours qui disent que l'intrigue est trop complexe à suivre. Bon, si on veut. Il est clair en tout cas que pour lui, l'effet Conan a aidé le film et que l'épée sauvage n'a marché que grâce à lui. Avec l'heroic fantasy, tous les genres peuvent être mélangés, humour, horreur ou aventure. Pyun est fan de ce genre pour sa positivité, on sait tous que le grand méchant va mourir, plus manichéen, c'est rare, le bien triomphe toujours. Albert Pyun est un ancien monteur qui s'intéresse très tôt au cinéma. À l'université, il va réaliser 2 films qu'il va montrer au grand acteur Toshiro Mifune, qui va carrément l'emmener au Japon. Il va y travailler 1 an et revenir à Hawaï, dont il est originaire. À 22 ans, il s'installe à Los Angeles et il lui faudra 4 ans pour se retrouver sur l'épée sauvage. Étonnamment, ce n'est pas Conan qui a aidé à produire le film, personne ne veut le financer à l'époque, mais le succès du film de John Boorman, Excalibur. 5 histoires seront écrites, toutes par Albert Pyun, et même si c'est la préférée de la production qui va être mise en chantier, c'est Pyun et son comparse, Tom Karnowski, qui vont tout réécrire. Le tournage se fera à côté de Los Angeles, à Culver City. Pyun va faire décider un storyboard, mais il est carrément impossible à réaliser en l'état. Il est très au fait de la qualité de son film, que la critique n'en est pas folle, et qui ne sera bien sûr pas considéré comme un chef-d'œuvre, mais le principal est là, le public a suivi.
Pyun aurait aussi aimé mettre dans son film plus de sorcellerie, il n'y en a qu'au début et à la fin du film, il faut le dire. De même, il n'est pas très heureux du choix de certains acteurs dont le physique ne correspond pas à ce qu'il attendait, il ne cite aucun nom. Nous avons ici encore une fois une version française aux petits oignons qui va aider à faciliter la vision du film dès sa sortie à l'époque. Lee Orsay, et oui, le futur célèbre héros de la première chaîne début d'après-midi, Matouston, est doublé ici par le génial et grandiose Richard Darbois, ce qui donne à l'acteur un capital sympathie évident. Et je devrais sortir ce jeune homme de prison pour connaître la joie de passer une nuit avec vous. Qui me dit que le jeu envahit la chandelle. D'abord connu sur L'Homme à l'Orchidée, il va rester à la télévision et sera débauché par Quentin Tarantino sur Django Unchained et Les 8 salopards. Boucanier, esclave, criminel, général. Hélène! Ici, en Prince Talon, il fait le taf mais manque cruellement du physique bodybuildé des héros d'Heroic Fantasy. Sa crucifixion existe en deux versions, clouté au cinéma, comme ici, ou enchaîné pour la télé. A noter que quand il se libère de ces fameux clous, il n'a aucun mal à tenir son épée derrière et que les trous dans sa main ont carrément disparu. Et que son beau brushing tient le coup à peu près tout le long du film. Il finira bien sûr par tuer Cromwell façon Assassin's Creed avec une lame secrète. Bien joué bonhomme. La fameuse épée sauvage, brisée pendant le combat avec Cromwell, réapparaît comme par magie à la fin dans toute sa splendeur. Je veux combattre avec vous. À côté de son cheval, sans explication aucune. Vous avez raison, Titus. Prenez-moi, Seigneur. Kathleen Belair est Talana, la jeune femme en détresse et fan de reptiles dans la vie. La princesse est prisonnière et Cromwell veut bien sûr l'épouser, voire la ken. Au final, elle met quelques coups de genoux dans les coronesses d'à peu près tout le monde. Et use de ses charmes pour mieux les aligner. Elle apparaît dans Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola, Le Policeman de Daniel Petrie, et jouera beaucoup à la télévision, et ce notamment dans Dynasty. C'est la grande comédienne de doublage Céline Monsara, la voix de Julia Roberts, qui va officier ici. Il n'y a qu'un seul serpent Droidan, Cromwell. J'espérais que vous ne seriez pas mêlé à cette affaire. Le prince Mika est joué par Simon McCorkindale, dont la voix française est du comédien Pierre Arditi. Corkindale a joué dans Terreur sur le Britannique de Richard Lester, Mort sur le Nil de John Guillermin, Les Dents de la Mer 3 de Joe Alves, mais c'est surtout le docteur Jonathan Chase dans la série Manimal que le public français va connaître le bonhomme. Ici, il y est un prince donc qui veut accéder à la couronne et qui sera torturé pendant un long moment du film. Qu'y a-t-il, Macaulay? Vos généraux sont venus au grand complet. Torturé par qui? Eh bien par le grand salaud de l'histoire, Titus Cromwell, est bien joué par un acteur habitué à ce genre de rôle. Il en a même fait sa carrière et marque de fabrique. Richard Lynch, ici, est connu pour son physique atypique. En effet, en 1967, après avoir consommé plusieurs psychotropes, il va s'immoler par le feu en plein Central Park. Son corps sera brûlé à 70% et son pronostic vital est engagé. Il va survivre et se même à de nombreuses greffes et opérations. À présent, montre-moi ce qu'un sorcier sait faire contre cet acier. Je n'ai rien d'un sorcier. Il va jouer dans un nombre de films de genre absolument délicieux, dont Police Puissance 7 de Philippe D'Antoni, la 9e configuration de William Peter Blatty, la Formule de John J. Avildsen et le Invasion USA de Joseph Zito ou les Barbarians de Ruggero Deodato. Et à la télévision, il va jouer les fous dans Starsky et Hutch, Manimal, Supercopter ou Arabesque et j'en passe. Ici, c'est le formidable George Aminel qui fait sa voix, et oui, celle de Dark Vador et de Tulsa Doom dans Conan le Barbare, et la voix de Yul Brynner ou Orson Welles, entre autres. Chère Elisabeth, ton rôle de favorite te sied à merveille.
Je me plais à combler vos désirs, mon roi. Richard Lynch est absolument parfait comme d'habitude, il y joue un méchant presque tragique, mais implacable, le meilleur du film. Maintenant à moi le pouvoir. Par-delà cette grille se joue ma destinée. Désirez-vous en faire partie? Le chancelier de Cromwell Macaulay est joué par George Maharis, vu dans plusieurs séries télé et quelques téléfilms. Il est ici un fumier de la pire espèce et va trahir le prince Mika, mais pas que, jusqu'à son secret final. Je vous laisse le découvrir. Richard Moll joue donc le fameux sorcier Xusia, je ne sais pas comment ça se prononce, impressionnant par sa taille. On l'a vu dans House de Steve Miner, en soldat zombifié, à l'arme fatale de Jane Quintano, la famille Pierre à Feu et la course aux jouets de Brian Levent. À la télévision, il joue des rôles à foison. Sur le tournage de L'Épée sauvage, à la suite d'une mauvaise réaction au verre de contact, Richard Moll n'interprétera le sorcier que dans la scène d'ouverture et sera transporté à l'hôpital derrière. Toutes les scènes suivantes vont être interprétées par une doublure et doublées ensuite par l'acteur pour la voix. Oh, oui, très bien. Un phénomène. Il est capable d'engloutir un bœuf aussi bien que de rétablir un roi sur son trône. Beaucoup d'acteurs, un second couteau, sont aussi dans le film, comme Jeff Corey, Joseph Ruskin, Joe Regabulto ou John Davis Chandler, et les mercenaires ne sont vus que dans le grand final, la façon dont ils sont mis au cachot n'étant même pas filmée. Aux dernières nouvelles, il avait entrepris de soulever une tribu africaine contre un trafiquant d'esclaves. Nous lui devons trop pour que nous le laissions assassiner par Cromwell. À noter encore une fois une version française aux voix superbes avec de nombreux comédiens que l'on adore, avec entre autres Pierre Arté, Marc de Géorgie et j'en passe. Beaucoup d'acteurs et de cascadeurs seront blessés lors du tournage et un cascadeur y perdra donc même la vie. La scène finale où les 90 bonhommes se foutent sur la gueule donnera de nombreuses blessures. Lee Orsay recevra même un éclat de métal d'une épée qui va se briser et qui recevra dans le crâne. Un cascadeur sautant d'un balcon va s'empaler un poignet sur une pointe et un autre aura le menton fracturé. Bref, des choses qui n'arriveraient plus aujourd'hui, heureusement. Le compositeur David Whittaker est choisi par la production et pas par le réalisateur Albert Kuhn. On ne peut être qu'étonné par le résultat quand on voit le travail effectué sur la musique vu le peu de temps dont le compositeur disposait. La musique va être éditée chez Varese Sarabande et une pochette fantasme que j'utilise d'ailleurs à côté de moi. C'est une des plus belles surprises de l'année avec Conan de Polydorus et un nombre incroyable de musiques de films la même année. Un compositeur pour nous apparaît dans le genre, bien qu'ayant travaillé sur des films de la Hammer. Il a arrangé des albums pour les Rolling Stones et même Claude François, oui je sais, comme d'habitude, c'était lui, ainsi que nombre de grands artistes. Ici, on est loin de Polydorus, certes, puisque la musique est de facture beaucoup plus classique, mais la musique transpire tous les styles du film, comme la tendresse, l'héroïsme, l'aventure, l'horreur et bien sûr la noblesse. Une musique donc pleine de panache et qui, dès le main title, va vite devenir angoissante et donner dans l'épique. Tout est très bien construit et la musique surprend vraiment vu le temps et le budget qui lui est consacré. Parfois tragique, parfois légère, on ne s'ennuie jamais à l'écoute et David Whittaker nous offre une partition brillante dont le Symphonie Orchestra Gronke de Munich, habitué au genre, nous gratifie d'une musicalité bien heureuse. Voici donc venir les gros bras au travers d'un genre plus qu'apprécié et attendu, l'heroic fantasy. L'Épée sauvage est pour beaucoup un des plus efficaces et mieux réalisés du genre, malgré ou grâce, la débrouille aide beaucoup, à un budget restreint. John Carpenter a réussi grâce à cela, et même si Pugh ne nous montrera pas qu'il a le talent du maître, il reste un réalisateur efficace ici. Alors c'est vrai que le genre est plus adapté à la littérature, où tout peut être créé et inventé sans restriction aucune. Mais les films ont montré que le genre était possible sur la forme et le fond, et qui font sens, et qui parfois tournent un petit peu autour de ce qu'ils devraient faire, mais réussir là où d'autres se plantent à force d'essayer de copier.
Ici, tous les aimants sont là, mais l'âge du film pourra décourager certains, c'est une évidence. Il faudra beaucoup d'ouverture d'esprit à ceux qui le découvrent aujourd'hui pour imaginer un seul instant ce que les gosses d'alors ont pu ressentir à une époque où l'on acceptait plus facilement le petit budget si le spectacle était là. Savamment dosé et rythmé par un jeune Albert Pyun qui en a sous le pied, l'épée sauvage reste efficace pour peu que l'on ait envie d'imaginaire, de rêver sans tout montrer. Bref, l'inverse du cinéma d'aujourd'hui, incapable de créer quoi que ce soit en laissant le spectateur se faire son idée du film. Les chorégraphies sont bien sûr approximatives et même parfois un peu ratées, et il y a des passages à vide, mais l'esprit est là. La musique et la photographie aident énormément à rendre un charme et une poésie folle au film. Et c'est un beau pour moi 3,5, allez, 4 sur 6 on va dire pour le simple fait d'exister. Alors c'est vrai que rares sont les films d'heroic fantasy que l'on peut regarder sans vraiment trop se faire chier, sans vraiment se dire putain c'est ridicule. Celui-là en fait partie, comme Darl l'Invincible, comme des films comme cela. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'attends de tout, je me doute. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à activer la petite cloche. À bientôt pour du très lourd. Bye bye. Viens avec moi. Le monde est rempli de royaumes à sauver et de femmes à aimer.